Alors s'il existe un mouvement politique qui a dû rompre avec le passé pour émerger, c'est bien le mouvement de libération des femmes. Lorsque, en avril 1970, un petit groupe de femmes qui s'appelait encore à peine Mouvement de libération des femmes a voulu exprimer sa solidarité avec les féministes américaines en grève, elles ont eu l'idée d'aller déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Et donc, c'était un hommage à la femme inconnue du soldat. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Elle voulait dire que du point de vue de la société, et plus précisément de la nation, la femme était encore inconnue. De la même façon que Freud avait dit que les femmes sont le continent noir. Et là, les femmes n'étaient jamais récompensées par la nation pour leur participation à l'effort de guerre, pendant la guerre de 14 par exemple, et pendant la résistance. Et donc là, tout d'un coup, vous avez un groupe de femmes qui arrivent. Il y a plus inconnu que le soldat, sa femme. Et donc, cette émergence du mouvement de libération des femmes dans la société française des années 70, 2 ans après mai 68, a été comme une autre révolution parce que ces femmes ont décidé de faire un MLF sans les hommes. C'est-à-dire que c'était un mouvement non mixte. Et ça a été très important parce qu'à travers cette non-mixité s'est mis en place la sisterhood, la sororité. Et ça, c'était très important parce qu'elles ont cessé de se définir par rapport à l'homme, par rapport au mari, par rapport au modèle masculin qu'on nous présentait comme le modèle que nous devions intégrer pour être acceptés dans la société. Mais elles se sont tournées vers les femmes, vers l'entre-femme, vers soi-même, qui nous sommes les femmes, nous les femmes, et c'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. Vous voyez, on parle de 1,5 milliard de femmes anonymes. C'était la femme. Et là, nous allons nous constituer comme les femmes, toutes différentes les unes les autres, mais qui sommes réunies par cette nouvelle sororité en parallèle avec la fraternité. Nous, on est en train d'établir la sororité et le torchon brûle, évidemment. Qu'est-ce que c'est que le torchon? C'est les travaux ménagers, c'est les travaux ménagers complètement invisibles que les femmes sont obligées de faire dans le cadre de la famille et du mariage. Le premier recueil de textes qui a été publié par ce groupe de femmes a été intitulé « Libération des femmes, année zéro ». Donc vous voyez, cette rupture avec le passé est vraiment tellement consciente qu'elles n'avaient pas l'impression d'être les héritières d'un mouvement féministe qui avait lutté par exemple pour le droit de vote. N'oubliez pas que le droit de vote a été acquis en 1944 seulement, alors que dans les autres pays, il était déjà depuis longtemps. Non seulement le droit de vote, mais aussi la liberté de travailler sans l'autorisation du mari, la liberté de prendre un compte en banque sans l'autorisation du mari, la contraception, tout ça s'est fait avant 1970. Mais nous n'avions pas conscience que nous étions les héritières. C'est pour vous dire à quel point cette transmission ne s'était pas faite. Donc, libération des femmes, année zéro. Et cette année zéro, c'est à bas la société mâle. Donc, c'est un mouvement qui va se dresser contre le pouvoir masculin. Le pouvoir masculin, c'est-à-dire que tous les postes dans la société sont occupés par des hommes. À l'Assemblée nationale, vous avez très peu de femmes députées, et c'est valable dans tous les domaines, y compris dans les journalistes. Il n'y avait aucune femme journaliste dans les rédactions qui pouvait être envoyée pour couvrir nos actions. Vous voyez ? C'est très intéressant de voir comment s'est mis en place un vrai basculement du côté du féminin. Donc, à bas la société mâle et aussi grève des femmes. Ça, c'est en 1974 où nous avons bombé dans le métro. Il y avait une grande rencontre autour de la grève des femmes. C'était la première fois que des femmes faisaient un bombage dans le métro. Et donc, qu'est-ce que c'était que cette grève des femmes en 1974 ? C'était évidemment le travail, parce qu'on était loin d'avoir un travail égal, salaire égal, mais c'était aussi la grève du lit, grève de la sexualité, grève du travail ménager,
N'oubliez pas qu'on défilait dans les rues en disant « double journée, demi-salaire ». La double journée, entre parenthèses, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Et puis, c'était de manière à conscientiser que les femmes sont à la base du fonctionnement de la société. C'est vraiment comme pendant le Covid, où on a pris conscience que les caissières étaient absolument indispensables, toutes les femmes, les infirmières, etc. C'était vraiment celles qui faisaient marcher le pays. Eh bien, les femmes, ce sont elles qui font marcher la société. Et ça, c'était très important. Et ça a été le début d'une prise de conscience qui n'est loin d'être terminée. Donc, deuxième rupture qui a été fondamentale avec le passé, c'est la reprise en main de la fécondité féminine. C'est-à-dire que ce ne sont plus les médecins, c'est plus le pouvoir politique qui va décider si on doit faire des enfants ou pas, ce sont les femmes, à travers un combat qui n'est pas seulement le combat pour la contraception, qui venait tout juste d'être voté par l'Assemblée nationale, mais c'est le combat pour l'avortement. C'est-à-dire un enfant, si je veux, quand je veux. Et ça, ce combat-là, il a été fondamental, parce qu'il a commencé en 1971 avec un manifeste où 343 Françaises ont dit « j'ai avorté ». Et c'était interdit depuis la loi 1920. C'était une loi nataliste pour repeupler la France après la guerre de 14. Et là, dans ce manifeste, on prenait des risques quand même considérables parce que n'oubliez pas que sous l'occupation, il y a une femme qui a été décapitée parce qu'elle pratiquait les avortements. Et donc c'était interdit et les prisons françaises, il y avait un tiers des femmes en prison qui étaient pour avortement. Et donc on prenait des risques, mais en même temps c'était une bombe dans la société parce qu'enfin l'hypocrisie était révélée au grand jour, c'est-à-dire que toutes les femmes qui mouraient pour avoir avorté. Et notre combat, il a débouché sur la fondation du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui celui-là était mixte avec des médecins, et ensuite ça a donné la loi Veil en 1974 et 1975. Donc la loi Veil, elle n'est pas tombée du ciel, c'est le résultat d'un combat collectif déterminé, très très important, et vraiment suivi par énormément de femmes. Et donc, il y avait un deuxième problème qu'il fallait aussi prendre à bras de corps, c'est le problème du viol. Vous avez vu tout à l'heure dans le recueil de textes « Libération des femmes année zéro », eh bien, il y avait déjà un texte sur le viol ordinaire. Et en 1976, nous avons mené tout un combat contre le viol, parce qu'à cette époque-là, le viol, c'était jugé pour coups et blessures. Et donc, nous avons fait un combat pour qu'il soit jugé comme crime. Et ça a été un très long combat. Et ici, vous avez un exemple typique de l'atmosphère qui régnait dans les années 70, parce qu'on a organisé donc 10 heures contre le viol, où beaucoup de femmes ont témoigné. Et à la fin de la soirée, on a eu besoin de danser. On a toutes dansé ensemble. Moi, je faisais partie de l'orchestre. Et donc, l'orchestre a fait danser. Vous voyez un peu l'atmosphère qui régnait de sororité. C'était ça, la solidarité qui a permis donc de mener un combat et un combat victorieux avec Gisèle Halimi, qui a été très importante à la fois dans le combat pour l'avortement et dans le combat contre le viol, puisque c'est elle qui était l'avocate des 2 jeunes Belges qui avaient été violés à Marseille. Donc vous voyez, tout ça, c'est l'héritage que les femelles ont eu dans leur berceau, si je puis dire, parce que maintenant nous nous situons dans les années 2015, entre 1980 et 2015, il y a eu la gauche au pouvoir, il y a eu Yvette Roudy, qui était ministre des Droits des Femmes, et vous avez eu toute la politique du gouvernement d'égalité pour les droits des femmes. Et c'est bien que nous sommes passés d'une dynamique de mouvement d'émancipation, de libération des femmes, c'est un processus, une libération, ce n'est jamais fini.
on est passé à une politique d'égalité des droits, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus statique, si vous voulez, au niveau d'un mouvement politique. Parce qu'une fois que vous avez les droits, eh bien, vous n'avez plus rien à faire. Et on s'est rendu compte que si on avait encore beaucoup à faire, et l'exemple des femelles qui défilent torse nu dans les rues en disant permission de sortie, ça veut dire que les femmes n'avaient pas le droit encore de sortir dans la rue, que la rue, ce n'est pas un territoire des femmes, c'est le territoire masculin. Et donc, c'est comme ça qu'il y a le mouvement MeToo est arrivé à partir des États-Unis. On a découvert que finalement, les femmes, les actrices, elles avaient beau être célèbres, gagner beaucoup d'argent, elles étaient sous la pression des prédateurs masculins pour leur donner du boulot. Et donc, toutes les femmes ont dit « Ah, mais moi aussi, j'ai subi de la pression, moi aussi, j'étais victime de prédateurs. » Et c'est comme ça que ce « moi aussi » est devenu « nous toutes », et que cette prise de parole collective, c'est vraiment une prise de parole qui a été en écho avec la prise de parole des années 70. Et ça, c'est important, et on se rend compte que dans notre société, eh bien, cette prise de parole, elle n'est pas... on doit la refaire sans arrêt. Et en plus de ça, le problème, c'est que la parole des femmes ne fait pas autorité. Les femmes ne sont pas crues. Quand on dit « j'ai été violée »,« oh, mais non, qu'est-ce que tu racontes », etc., ce n'est pas vrai. Donc il y a un problème d'autorité de la parole des femmes. Et ça, c'est très important, la prise de conscience qui a eu lieu, c'est qu'il fallait maintenant que cette autorité s'assoie sur un mouvement collectif qui s'appelle le mouvement « Nous toutes ». Nous toutes, moi aussi, nous toutes. Et vous voyez ici, c'est la grande manifestation en 2019, 50 000 femmes dans la rue. Et cette manifestation, moi je dirais que 50 000 femmes, ça a existé aussi en 1979, quand on a fait la grande manifestation pour le renouvellement de la loi Veil. Et on était 50 000 dans les rues de Paris aussi. Mais ça, on l'a oublié. Donc, vous voyez le problème de la transmission, de transmettre les luttes. Sans arrêt, on est obligé de remettre sur le tapis qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Mais quelle est la différence alors avec les années 70 ? Ici, vous avez Françoise d'Aubonne. Françoise d'Aubonne, qui est la mère de l'écoféminisme. Françoise d'Aubonne, elle a écrit un livre en 1974 qui s'appelle « Le féminisme ou la mort ». Mais son livre, il n'a eu aucun écho dans la société française. Il a juste eu un écho aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon. Pourquoi ? Parce que la société n'était pas prête à faire une réflexion sur la présence de l'être humain dans son milieu et sur la relation entre l'exploitation du corps des femmes par le patriarcat et l'exploitation de la terre par le capitalisme. Et l'écoféminisme, c'est ça, c'est ce que Françoise d'Aubonne a fait. Et donc, elle a fait cette conception, elle a conçu un mouvement qui s'appelle écoféminisme, et ce mouvement, il a jailli dans tout le combat de MeToo. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que c'est devenu un grand combat qui est repris maintenant par les jeunes. Vous voyez ici la manifestation à Paris. Ni les femmes, ni la terre ne sont des territoires de conquête. Et ça, c'est très important, cette analogie entre les femmes et la terre, parce qu'on a dit que pour les femmes, la fécondité féminine, c'est on met la petite graine dans la terre. Et donc, la nature, les femmes ont été naturalisées. Mais aujourd'hui, on est obligé de repenser notre rapport à la nature et notre rapport aux femmes, à la nature, à la femme naturelle, c'est-à-dire à l'intérieur d'une culture qui est celle du changement de paradigme de notre société. Et ça, vous voyez, tous les jeunes, ça c'est la grande manifestation en 2019 pour la marche du siècle. Vous voyez, tous les jeunes qui reprennent, qui découvrent, en fait, qui découvrent quelque chose qui existait dans l'inconscient collectif, on peut dire, parce que dans l'histoire, il y a toujours cette intervention de l'inconscient collectif. Par exemple, on en a un autre exemple avec les sorcières.
Les sorcières, elles ont été poursuivies par l'Inquisition au XVIIe siècle et brûlées. Pourquoi est-ce qu'elles ont été brûlées? Parce qu'elles tenaient des secrets sur la nature, des secrets sur la vie, des secrets sur la santé par les plantes. Elles étaient proches de la nature. Elles étaient une concurrence au pouvoir des médecins qui étaient en train de se mettre en place dans les universités où les femmes n'avaient pas le droit d'aller. Les femmes n'avaient pas le droit d'étudier à la Sorbonne. C'était interdit. Et donc les sorcières, les voilà qui reviennent, qui réémergent. Et ça, c'est la grande nouveauté aujourd'hui avec le mouvement MeToo qui a permis ça et qui a mis en valeur la puissance des femmes, la puissance invaincue des femmes, et qui a mis « we can do it », c'est-à-dire l'empowerment. Donc aujourd'hui, les femmes ne rejettent pas le pouvoir, elles revendiquent la puissance et elles ont acquis la capacité en allant dans les écoles, en pénétrant dans tous les milieux, parce que maintenant, il n'y a plus d'espaces qui sont interdits aux filles. Et donc, elles ont acquis le pouvoir de empowerment. Et alors, donc, pour terminer, je voudrais vous montrer une sculpture de Nikis de Saint-Phal qui, pour moi, est très importante parce que c'est la culture, elle a mis en image la fertilité des femmes. Et vous voyez, elle a permis qu'en 1967, dans une grande exposition qu'elle a intitulée « Le pouvoir aux nanas », donc elle a fait cette sculpture où on rentrait à l'intérieur du ventre de la femme. Et à l'intérieur, il y avait des sièges, il y avait une cuisine, une salle de bain, etc. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « La femme est la grande déesse de la fertilité ». Donc la fertilité des femmes, qu'elle soit par la maternité ou culturelle, ou même spirituelle, elle est entre nos mains maintenant et c'est à nous de l'exprimer dans la société.